s'est installé où? C'est téléchargé où cette merde? Oh putain. Hop. Hop. On va mettre processeur 6. Et microprogramme désactivé Secure Boot. Et on est bon. On démarre la machine. On s'y connecte. Vous avez ça qui apparaît. Donc, comme sur un Linux, vous avez toujours plusieurs options. Vous avez l'option avec le kernel de base, le test du disque et le test de la mémoire. Et on va simplement installer de manière standard Proxmox. Vous allez voir que ça va vraiment être con comme chou, hein, mais et je présume que j'aurai pas internet parce que j'ai pas configuré mes cartes réseau dans Hyper-V. Alors, peut-être qu'avec VMware, vous avez plus de chances que moi, hein, de réaliser. Et voilà. Alors, c'est bien ce que je pensais. Il y en a qui ont réussi à passer la première étape ou pas? Allô? En fait, je pense que là, on regarde à quoi ça ressemblait tout et après, parce que je pense qu'on n'a même pas encore tous installé le truc de Proxmox. Ah non, c'était juste pour ça. Parce qu'en fait, si vous voulez l'installer sur une machine virtuelle, euh, Excusez-moi, ça serait quoi la RAM minimum pour l'installer? Vous avez mis 16, j'ai pas du tout 16 en fait. ben en fait, le problème, c'est que tu dois lui mettre autant de RAM que ce que tu vas donner derrière à ton système. Je peux pas plus que genre 4 au max, je pense. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, je te le cache pas. Mais bah, fous-lui 3, quoi. Non, mais je peux 4 en fait, j'en ai 8, je pense. Ah, bah, mets-en 4. Enfin, mets-en le Excel que tu peux. De toute manière, c'est quoi? C'est VMware que tu utilises? Ouais. Ok, bah, oui, tu mets. T'en mets 4. Ok. Je crois que j'en aurais mis 5 même, mais. Bah, je peux en vrai. Parce que c'est pas improbable que ça fonctionne en mode laboratoire avec 5. Hein. Putain, mes chats, t'as vraiment été fini à la pisse. Mais qu'est-ce que t'es con. C'est quoi cette violence, monsieur? Non, mais sérieusement, mais il pousse les objets pour les faire tomber du bureau. Mais... Enfin, ça m'étonne pas que son espèce a pas inventé les autoroutes. Hein. Ah bah, tous les chats font ça, monsieur, tous les chats. Mais, je suis très bête. Je suis très mignon, mais très bête. Comme mon ex-femme. Hop. Monsieur? En fait, moi, j'ai pas le droit, je suis bloqué par Hyper-V, j'ai pas le droit de. Ouais. Du coup, moi j'ai sélectionné le disque que j'avais installé hier, du coup, de Proxmox, et il me demande du coup Microsoft Windows, Linux, VMware ESX ou Other. Je mets quoi là? Tu peux partager ton écran, s'il te plaît, parce que là, je vois pas de quoi tu parles. Ok. Tac, tac. Voilà, vous voyez là? Ouais. Hop. Bah là, du coup, j'en suis là, mais je sais pas quoi faire. Là, j'ai essayé de créer le disque de Proxmox. Ah oui, d'accord, parce que tu es sur VMware. Oh putain, alors là, je vais. Bah oui, c'est du Linux. Hein. Proxmox, Alors, c'est un Debian 10 avec un shell Proxmox particulier dessus. Pour VMware, je rappelle ce qu'avait dit Forton, ne pas sélectionner Linux, mettre autre.
directement. Parce que sinon, VMware va faire des configs de merde et embêter le démarrage. Du coup, dans la version, c'est, si je me trompe pas, c'est Other 64 bits. Ils 64 bits. Ok. Ouais, je crois que Proxmox c'est en 64 Là, bits. il met toute la configuration par défaut. Voilà, du coup, c'est pour éviter d'avoir les configurations par défaut et s'emmerder, avoir des problèmes à droite à gauche. Donc là, le nom, ça change rien. Hop. Ok, merci. Il n'y a pas de quoi. Hop. Moi, je vais réessayer, mais... Je vais réessayer, mais à mon avis, errors de init it too big. Alors, moi, Hyper-V veut carrément pas... il veut carrément pas, de toute manière, installer Proxmox. Sinon, je peux vous présenter ça. Hop. Il y en a qui ont réussi à le démarrer ou pas? Allô? Monsieur, j'ai une question. Ouais. J'ai téléchargé plusieurs ISO enfin 12 ISO de Proxmox et je me souviens pas c'était lequel dont on avait besoin. Proxmox-VE. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Il y en a deux autres. Il y a un Mailgate et un backup server, mais donc faut prendre la version de base. Ok, d'accord. Voilà, il s'appelle Proxmox-VE- alors maintenant on est à underscore 6.3 6.3-1.ISO. Et en fait, alors il y en a qui sont sur la phase d'installation ou pas? En gros, si vous êtes sur la phase d'installation, ça se passe comme ça. Vous mettez installer normalement. Là, vous allez passer les tests de sécurité, vérifier en gros que votre ordinateur est bien compatible avec le fait de faire de l'hypervision en utilisant KVM et en utilisant KVM. Vous avez la licence open source de Proxmox. Là, vous devez installer le hard disk. Alors là, il faut que je vous le montre parce qu'en gros, vous pouvez installer sur un seul disque dur. Bon, c'est ce que vous allez faire dans le cadre de ce TP, même si vous le faites, vous allez l'installer sur un disque dur. Il y en a dans ce groupe-là qui ont mis ça sur un serveur dédié. Oui. Ok. Alors à ce moment-là, il va falloir qu'on discute un peu de RAID. C'est le moment durant lequel on va vraiment faire un cours et on va parler de RAID. De quoi? Non, rien. Ok, déjà, j'entends parler. C'est pas souci, c'est juste que j'avais pas compris. Donc, est-ce que vous avez déjà pratiqué le RAID? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du RAID? Est-ce qu'on vous en a déjà parlé en cours? Oui, on en a déjà parlé à peu près. Bah, c'est vous qui nous en avez parlé même, si je me trompe pas. Ah putain, en fait, je radote, hein. C'est comme les vieux. Hop. Alors, juste, je vous rappelle un petit truc, c'est que vous disposez de trois types de RAID. Vous avez ce qu'on appelle du RAID matériel, vous avez du RAID semi-matériel et vous avez du RAID logiciel. Le RAID semi-matériel, c'est ce qu'on appelle le fake RAID. C'est celui qui est inclus à l'intérieur de votre carte mère. Il va venir, en fait, c'est une couche qui va venir pomper vos ressources pour gérer le RAID. Alors, celui-ci, je le déconseille très fortement pour la simple et bonne raison que, alors, sauf si vous faites un petit truc pour chez vous où il n'y a pas vraiment d'importance, la problématique, c'est si votre carte mère pète. En fait, votre carte mère utilise une technologie de RAID qui lui est propre et qui va encoder les disques durs. Donc la problématique, c'est que si votre carte mère pète,
Et ben, même si, alors sauf si vous rachetez exactement la même carte mère ou la même gamme, dès lors que vous allez passer sur d'autres cartes mères qui a même le même type de RAID, il ne pourra pas le lire. Et vous ne pourrez pas le récupérer, donc vous aurez perdu toutes vos données. Donc ça, le RAID semi-matériel, c'est rigolo quand on est chez soi et qu'on a envie de s'amuser un peu. Par exemple, vous avez envie de faire un petit RAID semi-matériel pour votre ordinateur pour avoir vos jeux en RAID 0 pour aller plus vite. Ça, là-dessus, à l'arrière, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de données vitales à sauver, voilà. Vous avez le RAID matériel, c'est la carte que je vous ai montrée hier, la carte en PCI Express 8X avec une plus grande nappe. Il y avait juste 2 ports dessus et un processeur. En fait, c'est une carte RAID. Le genre de carte qui coûte une fortune hein, si vous cherchez sur carte RAID. Voilà, une carte RAID simple, c'est 400 balles. Oh, carte son. Non, on s'en fout. Voilà, une carte RAID, ça commence déjà à chiffrer. Ils utilisent quoi comme technologie? Ah, ils utilisent des nouveaux, quoi. Et là, normalement, carte RAID, on peut ajouter combien de disques? 4 ports. Il y a 4 ports RAID seulement. Vous pouvez ajouter 4 disques et c'est en gros 100 € hors taxe le disque à ajouter en RAID. Bon, après, vous avez des débits qui sont bien supérieurs, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, le RAID matériel, c'est celui qui est utilisé. L'ordinateur du salaud. Le quoi? Oh merde! C'est pas grave, hein, mais qui c'est qui s'est fait ordinateur de salaud? Ah bah, bravo. Non, c'est juste qu'il manquait un N, c'était normalement l'ordinateur du salon. C'est pas grave. Il a rigolé à un screen d'une de mes VM où il y a eu un overflow de texte, c'est pour ça. D'accord, merci les gars. Ordinateur du salaud. Ah, c'est con. Ah, ouais, c'est con, mais ça fait rire. Donc, vous avez le RAID matériel qui est géré via une carte. C'est celui que dans la majorité, enfin, c'est celui que auparavant, dans les serveurs, on utilisait. Si par exemple, vous prenez, alors je vais vous sortir alors, ce cours n'est pas sponsorisé par cette marque, hein, mais vous prenez un HP Entreprise, vous prenez un MPL 350. Dedans, vous allez retrouver des cartes RAID et vous allez avoir des gros blocs à l'avant dans lesquels vous allez enticher vos 6 disques durs ou vos 8 disques durs et vous allez tous les relire en RAID 10 ou en RAID 5, ben, comme vous voulez. Et comme ça, vous avez une redondance. Et vous avez le RAID logiciel qui, lui, consiste à faire gérer le RAID par le logiciel. Je profite que c'est à la fois un cours de réseau et un cours de Linux. Il faut savoir que dans Windows, vous pouvez gérer également du RAID logiciel. Pour cela, ce n'est pas très compliqué. Vous allez dans la gestion des disques de Windows. Alors, moi, je ne pourrais pas le faire parce que je n'ai pas de disque supplémentaire et je l'ai surtout déjà fait. Pour plus ou moins de temps. Alors, l'ordinateur du salon, tu sais que tu as moyen de le changer. Hein. Je sais, mais pour la blague, je le laisse. Pour la blague, je pense que c'est. Ouais. Honnêtement, ça se garde à la postérité. Ça se garde, du coup, j'y touche pas. Alors voilà. Il faut savoir que dans la gestion des disques, vous allez voir dans différentes couleurs les types de partitions auxquelles vous êtes confrontés. Si vous avez des partitions normales, volume simple, ils seront en couleur bleue. Si vous avez des disques miroirs, ils seront en couleur rouge. Si vous avez des disques en RAID 5, vous allez avoir du vert. Si vous avez des disques virtuels, vous allez avoir du bleu ciel. Si vous avez des disques en RAID 0, vous allez avoir du marron, je crois. Et en gros, comment vous faites? Vous prenez 2 disques de même capacité. Donc ici, 2 disques de 4 Tera. Quand vous ne les avez pas encore initialisés, ou quand du moins il n'y a pas encore de volume dessus, vous tapez volume en miroir. Donc là, à ce moment, en fait, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous avez donc supprimer le disque, machin. Touchez jamais à convertir en disque de base ou convertir en disque MBR.
MBR, vous savez ce que c'est, MBR GPT, on vous en a déjà parlé en cours. Il me semble, mais je m'en souviens plus. Vous pouvez rappeler vite fait. Alors MBR ou GPT. Ah oui, putain, oui, il est en MBR. Celui, c'est un disque externe. Et voilà, on va tirer un disque MBR. En fait, c'est la table de partitionnement qui va être à l'entrée de votre disque. Il y a à l'entrée d'un disque, sur les premiers octets du disque, vous allez avoir la table de partition qui va en gros lister combien il y a de partitions, quelle taille elles font, et est-ce qu'elles sont visibles ou invisibles aussi. Par exemple, l'UEFI va créer une partition qui est invisible par Windows, que Windows ne peut pas voir. Si vous voulez la détruire, il faut la détruire en utilisant DiskPart, donc des logiciels un peu plus aboutis. Et donc, MBR, c'est l'ancienne version. Est-ce que j'ai un... J'ai vérifié si j'ai un cours là-dessus. Non. Ok, bon, je n'ai pas là-dessus. Bon, tant pis. Donc c'est uniquement deux versions. Donc si par exemple vous avez un bus en UEFI, nouvelle génération, vous allez avoir des partitions qui seront en GPT. Si vous avez des BIOS d'ancienne génération, vous aurez automatiquement des partitions MBR. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les disques sont en GPT, en UEFI, compatibles ancien format. Et par exemple, je vais vous montrer un logiciel que vous devez peut-être connaître qui s'appelle Rufus. Il est où, Rufus? Bien, il est où, Rufus? Voilà, Rufus. Est-ce que vous connaissez... Alors ça, c'est un petit logiciel qui vous permet de faire des clés bootables. Si vous voulez faire des clés bootables Ubuntu, vous avez UNetBootin qui est largement mieux. Mais Rufus, lui, il est compatible toute version. Par exemple, si vous voulez faire une clé Proxmox pour la mettre sur un ordinateur, je vous conseille d'utiliser Rufus, qui lui va vraiment tout lire. Vous m'entendez toujours? Oui, on Oui, bien sûr. Oui. Là, il faut sélectionner une clé, sélectionner l'image ISO, et en fait, d'ailleurs, je vais sélectionner une image ISO. Et je peux aussi rajouter quelque chose. Si par exemple vous voulez faire une clé USB bootable avec plusieurs ISO dessus, il y a un petit truc qui s'appelle Ventoy. C'est en gros un ISO qu'on met sur la clé USB. Et dans cette clé USB, on pourra y mettre les ISO de Windows, Proxmox, etc. Et ça les mettra automatiquement sur la clé USB. Et on pourra choisir directement quelle prendre. Multiboot. D'accord. Bon, après, en général, je suggère de faire une clé bootable au moment où on en a besoin. Hein. La seule autre clé bootable qui, pour moi, pourrait avoir un intérêt, c'est une clé bootable de Windows 10, parce que c'est ce qu'on installe chez les clients, donc on a toujours besoin d'une clé bootable de Windows 10. Et en général, on laisse Windows 10 dessus. Quoi. Mais oui, avoir un petit grub en entrée qui sélectionne l'image en question, oui, c'est pas totalement con. Là, vous avez notamment le schéma de partition. Le schéma de partition, soit en MBR, soit en GPT, donc soit en ancien format, soit en nouveau format. Il faut savoir que si vous êtes en ancien format, vous aurez BIOS ou UEFI compatible. Si vous prenez le nouveau format, c'est de l'UEFI automatiquement. Il n'y a que l'UEFI qui reconnaît les partitions de type GPT. Donc là, c'est ce que vous avez à cet endroit-là. Et quand vous avez deux disques de plus... Alors, l'objectif du RAID... Est-ce que j'ai un schéma avec le RAID? Ah non, je dois avoir une... Voilà. Il est là. Alors, je devais vous le faire après. Hein. Ça, mais je vais vous le faire maintenant parce que vous me posez la question. Donc, on s'en fout. Alors, il faut pas confondre le disque et le volume. Alors, les habitués de Linux savent déjà de quoi je parle, puisque dans le cas de Linux, Linux fait une très grosse distinction entre les volumes, les physical volumes, les logical volumes et les disques.
Mais en gros, quand vous avez un disque dur, vous allez avoir des partitions dessus. Chaque partition est ce qu'on appelle un volume. Et après, vous allez avoir des données. Donc, en gros, le disque dur, c'est le périphérique. Le volume, c'est le contenant. Et l'information, c'est le contenu. Ah voilà, la partition, c'est le conteneur. Le volume, c'est le contenu. Et il ne faut pas confondre les deux. Quand vous êtes dans Windows, vous allez avoir la liste de tous les lecteurs, de toutes les partitions que vous allez avoir, de tous les volumes que vous allez avoir au-dessus, et vous allez avoir une représentation sous la forme d'une map en dessous. Ouais, voilà. Et c'était celle-ci que je voulais montrer. Voilà, ça c'est la couleur du RAID 0. Quand vous faites un... Alors, le RAID 0, on en a peut-être déjà parlé en cours. C'est le RAID le plus pourri. Vous savez ce que c'est que le RAID 0? Je me souviens que vous nous en avez parlé, c'est un truc pour que les disques durs ils copient les données au cas où on les perd ou un truc du genre. Alors justement, dans le RAID 0, il ne le fait pas. Dans le RAID 0, il va remplir les deux disques en même temps. Ce qui fait que si on perd un disque, on perd les deux. C'est celui qui partitionne, non? C'est celui qui partitionne. Alors l'intérêt, c'est que c'est celui qui fait gagner énormément de perfs. Puisque vous augmentez les perfs d'autant que vous avez de disques. Donc clairement, il est quand même sympa. Avec des disques très stables, où on va dire dans les premières années de vie du disque, si vous comptez les changer régulièrement, il n'y a pas de souci. La problématique, c'est qu'une fois que vous avez créé le RAID 0, les données sont dessus, vous ne pouvez plus les copier, etc. Donc il vous faut recréer un autre RAID 0, copier les données sur le nouveau RAID 0, etc. Donc c'est un enfer. Je ne sais pas pourquoi je vais montrer ça. Voilà. Le RAID 0, c'est ce qui fait, c'est ce qui se passe à cet endroit-là, donc il va remplir les données sur les deux. Le RAID miroir, c'est ce qu'on appelle le RAID 1. D'ailleurs, le 1, en fait, c'est pas notre 1, la représentation française, hein, mais le 1 en symbole numérique, c'est une barre, et la barre, c'est le symbole du miroir en chimie. Et donc, vous allez créer la même chose sur le disque 1 et le disque 2. C'est ce que j'ai fait là sur mon PC. Mes deux disques de 4 Tera internes sont en miroir parce qu'il y a les données d'entreprise dessus. Donc, si jamais j'en perds un, il y a le deuxième qui saute pas. Il y a le deuxième qui garde les données et qui travaille tout seul. Le RAID 5 a un peu... Alors, vous avez aussi RAID 2, RAID 3, RAID 4. J'ai l'impression de parler de Star Wars et de l'équipe RAID dans Star Wars épisode 4. RAID 2, RAID 3, RAID 4 sont... Alors, des RAID, c'était des tentatives de RAID qui ont été faites. Donc, le RAID 2, en gros, c'est une tentative de RAID 0 amélioré. Le RAID 3, c'est une tentative de RAID 1 amélioré. Le RAID 4, c'est la préchauffe du RAID 5. Mais dans tous les cas, vous les rencontrerez plus aujourd'hui. Sauf peut-être dans des environnements de laboratoire. Mais de toute manière, je vous les déconseille, ils n'ont aucun intérêt. Vous avez le RAID 5. Donc le RAID 5, c'est ce qu'on appelle aussi le volume agrégé par bande à parité répartie. Vous allez me répondre à vos souhaits. En gros, simplement, les données sont stockées comme du RAID 0 sur plusieurs disques. Et vous avez ce qu'on appelle une partition de reconstruction qui va être mise sur le dernier disque. Donc il vous en faut, alors contrairement à ce qu'indique l'image, il vous en faut minimum 3. Donc en gros vous allez stocker, donc là il y a A1, A2, là vous allez stocker A1, A2, A3, et la partition de reconstruction va comporter 1, 2 et 3 en même temps. Et cette partition de reconstruction, vous la décalez, vous la mettez jamais sur le même disque, ce qui fait que quel que soit le disque qui pète, et ben les trois autres, là en l'occurrence les trois autres, ont la capacité de travailler tout seuls, sans avoir besoin de leurs camarades disparus. Ce qui vous laisse le temps en fait de réinsérer un nouveau disque, de le réajouter au pool, de reconfigurer le pool. C'est par exemple ce que vous faites avec avec certains ordinateurs. Alors si vous avez des serveurs, hop. l'HPE Gen8. Voilà, vous avez, alors, on voit pas beaucoup l'image, mais on voit même pas du tout l'image. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Alors là, vous êtes en face du mien,
mon serveur, un ML350p, qui est un serveur de performance, comme veut dire le P. C'est pas un serveur de stockage à la base, donc si on met des disques dedans, c'est cool, mais c'est pas l'objectif initial. Et en fait, quand vous êtes en face du RAID, alors ça peut être un RAID matériel ou logiciel. Là, en l'occurrence, c'est un RAID matériel. Si jamais vous avez un disque qui pète, alors dans le cas du RAID 0, vous êtes de toute manière dans la merde. Dans le cas du RAID 1, il vous faut juste en repluguer à nouveau. Dans le cas des serveurs professionnels, vous avez en fait cette roue, ce petit dispositif de LED qui va se mettre à tourner et qui va s'afficher en vert, orange et rouge. Et qui va alors, celui-ci, ça veut dire qu'il est non connecté, mais le disque est bon. S'il passe en orange, c'est-à-dire que le disque commence, alors en général, c'est le smart qui saute. Donc s'il il a une erreur smart, ça veut dire que le disque va péter incessamment sous peu. Et s'il est rouge, c'est-à-dire que le disque est mort. Et à ce moment-là, il vous suffit simplement d'appuyer sur le petit bouton, tirer la languette, sortir le disque, en remettre un nouveau à l'intérieur, le repluguer. Et normalement, si vous avez bien configuré votre rack, dès lors que vous remettez un nouveau disque à l'intérieur, il va se reconfigurer automatiquement sur le bon RAID. Vous n'avez pas besoin de... C'est ce qu'on appelle du hot plug. Le hot plugin vous permet de changer les disques en cours de route. Donc voilà, après vous avez le RAID 6 qui consiste en fait à avoir la parité sur 2 disques. Donc là, il vous faut minimum 4 disques sur du RAID 6. Vous avez le RAID 10. Le RAID 10, c'est uniquement une fusion entre un RAID 1 et un RAID 0. Donc vous avez 4 disques. En gros, vous avez un RAID 1 de 2 RAID 0. Alors, c'est une façon très schématique de le dire. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'on pourrait se dire que du coup, avec un RAID 1 de 2 RAID 0, on peut se dire que si on perd le disque 0 et le disque 2, toutes les données sont perdues, alors que non, en fait, elles sont réparties d'une autre manière. Le RAID 10 est très performant, par contre, il demande 4 disques et vous en perdez 2. Le RAID 15, c'est pareil, hein, c'est un RAID 10 de 2 RAID 5, donc pareil, vous perdez 2 disques et il vous en faut 6. Donc il n'y a pas de RAID miracle, hein. Et donc si vous voulez créer un RAID logiciel à l'intérieur de Microsoft, de Windows 10, alors c'est pareil sur Windows 7, il vous suffit simplement de cliquer sur le nouveau volume. Donc il vous faut évidemment des disques alors de même capacité, hein, ça va de soi, puisque le RAID va remplir la totalité du disque. Il va remplir toute la table de partition. Donc si possible, utilisez des disques de même capacité, puisque de toute manière, votre RAID, alors, une chose à noter, le RAID, qu'il soit matériel, semi-matériel ou logiciel, est toujours dépendant du disque de plus faible capacité, vitesse, performance. Et il n'y a pas de choix. C'est comme ça. Et donc après, vous cliquez, vous créez le volume, vous suivez les instructions, et ça marche très bien. Tant que je suis ici, sachez que vous pouvez ajouter des disques durs virtuels également. Donc pour cela, il vous suffit d'aller dans... vous pouvez créer des disques durs virtuels. Vous pouvez faire attacher un disque dur virtuel. Alors évidemment, les disques virtuels sous Windows, c'est ce qu'on appelle le format VHDX. Donc le format VHDX, il s'avère que moi j'en ai qu'un. C'est le Proxmox que je vous ai créé tout à l'heure. Et normalement, hop, vous pouvez le mettre en lecture seule ou pas en lecture seule. Là, évidemment, il n'a pas été formaté, donc il n'y a rien à faire dedans, il n'a même pas été initialisé, donc ça ne sert à rien, je ne pourrais pas l'utiliser. Mais par exemple, si vous avez envie de travailler sur un disque dur virtuel, alors vous allez me dire à quoi ça sert de travailler sur un disque dur virtuel. Alors il y a plusieurs facilités. Déjà, ce disque dur virtuel peut être partagé avec plusieurs personnes. Ça peut être un fichier loin auquel tout le monde a accès et tout le monde a accès aux données, un peu comme un répertoire partagé. Sauf que autant le répertoire partagé, c'est des fichiers répartis un peu partout, alors que le disque dur virtuel, c'est un fichier facile à transférer. Ça peut avoir des avantages en termes de sauvegarde de données. Détaché. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui. Nous le sommes. Hop, est-ce qu'il y en a qui sont toujours bloqués sur l'installation je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Normalement, c'est celui-là. Donc, il va vous demander un mot de passe. Alors, pour l'installation, oui. Quand j'installe Proxmox, j'ai mon CPU qui crash, enfin qui se disable. Alors, tu l'installes en machine virtuelle ou tu l'installes en natif? Non, machine virtuelle. Et ton CPU, il bug?
Ben ouais, ça marche. À chaque fois que je fais install Proxmox VE, ça fait your CPU has been disabled. Donc, je sais pas pourquoi. Alors, il faut activer les technologies VT ou AMD VX. AMD XT ou Intel VT. C'est les technologies de virtualisation, parce qu'évidemment, c'est un hyperviseur. Un hyperviseur, il a besoin des technologies de virtualisation. Et pour cela, il faut débloquer dans le processeur. Donc, à mon avis, il faut que tu ailles dans tes options de processeur et que tu actives les. Ouais, j'avais le même problème. Tu redémarres ton PC, tu vas dans les trucs de boot là, et c'était un Intel, c'est Intel VTX et c'est AMD, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, mais attends, mais là, c'est sur ta machine virtuelle que tu as le problème. Sur sa VM ou sur son. Pour moi, c'était sur sa VM, donc s'il a démarré la non, VM. c'est sur son. Ah, sur la VM, ok. Bah, redémarre ta VM et tu vas dans les boot options de ta VM. Oui, c'est ça, dans les boot options de ta VM, tu actives les technologies de virtualisation. Donc, j'étais rendu là au niveau des RAID. Il faut savoir que Proxmox dispose de son propre RAID. Le RAID Linux, c'est ce qu'on appelle du ZFS. ZFS. Le ZFS, c'est hyper bon. C'est une forme de RAID logiciel, mais qui est vraiment top. Donc, je le conseille clairement. De la même manière, vous avez du ZFS RAID 0, vous avez du ZFS RAID 1, vous avez du ZFS RAID 5, qu'on appelle le RAID Z. Et donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc, évidemment, je dis ça pour ceux qui ont un vrai serveur en prod. Dans le cas ici présent, vous allez l'installer sur un disque unique. Ensuite, je vais grossir un peu. Donc, vous choisissez votre pays, vous choisissez la time zone et surtout le keyboard layout en FR, parce que sinon vous allez avoir des problèmes sur votre password. Donc, pareil, le password que vous devez confirmer. L'email, parce que le Proxmox peut vous envoyer des mails, par exemple, en cas de supervision, si jamais vous avez des soucis. Vous devez sélectionner l'interface réseau avec l'adresse IP et vous avez surtout un hostname, donc un FQDN. Donc le FQDN, c'est ce qui va être relié avec le DNS, c'est le nom dans le réseau de votre machine virtuelle. Que ce soit en point local ou en point FR, enfin vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, mon 40. Hop. Le FQDN, vous allez le retrouver à un endroit. Vous allez le retrouver. Le FQDN, vous allez le retrouver à cet emplacement-là. C'est le nom de votre serveur. Hop. Adresse IP, un masque de sous-réseau, la gateway et le serveur DNS. En général, tout ça, c'est imposé par votre box et c'est détecté automatiquement. Donc, vous ne prenez pas le chou. Sinon, vous référencez directement votre box à l'intérieur. Sauf en IP adresse où vous devez mettre l'adresse que vous avez sélectionnée. Pas d'autres questions? Bah, on reboot. Après, moi, ça m'affiche une page bleue. Et je sais pas quoi faire. Juste. La page bleue, c'est le grub, normalement. Sur Proxmox, pardon, il y a combien de RAM à allouer? Autant de RAM dont tu vas avoir besoin pour faire tes VM. J'ai mis 5 parce que. Mais moi aussi, j'ai la page que j'ai mis sur le chat. Ça marche. Je sais pas quoi sélectionner. On a un nombre de cœurs à mettre? J'ai mis 2 cœurs. Ouais, mettez-en 2 minimum, quoi. Il n'y a pas une autre page, monsieur, après ça? Non? De quoi? Il n'y a pas une autre page après reboot? Une avec le nom. Tout en bas. Bah, moi, quand j'appuie sur reboot, j'ai ce que j'ai mis dans le chat là. Vous allez voir. Ah, attends, Je sais pas lequel prendre. Ah, le premier, hein. En fait, la page bleue, ce que tu es en train de montrer, c'est le grub. Le grub, tu as ça sur tous les Linux. En gros, il te propose plusieurs options de démarrage. Démarrage par défaut, démarrage mode sans échec, démarrage avancé. Là, après, tu as plein de mêmes tests. Donc, non, tu prends le premier. Ok, bah, entrée. Et au revoir.
Monsieur, j'ai mis ma VM sur mon disque dur externe et ça m'a affiché un message comme quoi il y avait quelque chose qui était insuffisant, j'ai pas pu lire tout le message. Ah bah, du coup, si t'as pas lu le message, je vais pas vraiment pouvoir t'aider. À la Ouais. place sur ton disque dur. Large. Non, c'est pas la place sur le disque dur, mais à mon avis, ça va probablement être le débit, parce que sur un disque dur externe, le débit doit être dégueulasse. C'est quoi ton disque dur externe? C'est un SSD ou c'est un 5400 tours minute? C'est un SSD. Ah, du coup, ça doit probablement pas venir du disque dur. Je sais pas. Peut-être pas. Pour installer Proxmox, c'est lequel qu'on installe? Il y a VE Debug Mode et Test Memory. VE. Merci. Monsieur, pourquoi j'ai un Hey. Linux? Pourquoi j'ai un Linux? Je veux dire, du coup, j'ai fait la première option et ben, je tombe sur une console Linux. Attendez, je vous montre. C'est normal. C'est normal? C'est une console Oui, Linux, c'est ça qu'il faut voir? c'est normal. En gros, Proxmox, c'est ce que tu vois là. C'est une interface web Proxmox. Lis bien tout en haut, c'est écrit. Regarde. Ouais, C'est d'accord, vraiment. Ah, bah oui, d'accord. Non, parce que oui, c'est. D'accord, je pensais que j'allais te répondre, bah c'est le grub, machin. À la rigueur, là, t'as réussi à te router. Donc tu peux taper les mêmes commandes que partout. Voilà, c'est con, je peux pas demander le contrôle. Mais par exemple, si tu fais un apt update et apt upgrade, il va te lancer les mises à jour du système, exactement comme dans n'importe quel. Apt, ouais. APT. Ouais, on n'est pas comme dans CentOS, c'est pas Yum qui gère le truc, là c'est Aptitude. Donc apt espace update. Fais EPD et tabulation, hein, ça finira le truc. Voilà, entrée. Là, il va tirer les librairies. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous regardez l'écran, qui c'est qui a partagé son. Mansif. Oui, Mansif. Si vous regardez l'écran, du coup, il y a marqué 404 unauthorized et failed. Tout simplement parce qu'il y a deux versions à Proxmox. Il y a une version customers pour ceux qui payent et il y a une version en entreprise et il y a une version community gratuite. Alors, je préfère vous le dire, hein, même les professionnels utilisent la version community parce qu'elle est déjà très bien. Donc il y a toute une série de clés. Là, on va pas le faire dans le cadre du TP parce qu'on s'en fout d'avoir ce message d'erreur. Mais il faut savoir que en fait, il faut désactiver la version entreprise. Et après, si tu fais apt upgrade, donc UPG tabulation. Voilà, en vrai, et là, il va te proposer de mettre à jour déjà ton truc. Fais yes. Bon, il y a très peu de à bord. C'est un Y majuscule. Non. Ah. Ouais, Ah Y putain, majuscule. mais il est dur parce que même moi, je mets des Y minuscules et il me les prend. Hein. Bah, je Bah, peux attends. marquer Y minuscule ou N minuscule, ben, je sais ce qu'il me dit. Monsieur, j'ai mis l'erreur que ça me met avant de commencer. Ouais. Ouais, mais insufficient. Alors attends. Cannot connect file. En... Ben, enlève ton CD. Mec, t'as pas de CD dans le truc, tu l'as déjà installé? Non, enfin, j'ai juste j'ai juste fait l'installation sur VMware. Non, mais du coup, t'as installé Proxmox. Oui. Et bien, du coup, va dans les options de ta VM et retire le CD. Retire carrément le lecteur CD. On n'aura plus besoin. Ok. Hop, je peux reprendre la main sur le partage? Hop, de toute façon, Juste comment on fait pour revenir en haut parce que j'ai plus l'adresse pour me connecter à mon serveur web. Bah, tu fais un IP-A, IP espace A, et tu auras l'IP de ton système. IPA, il est. C'est pour c'est bon. Merci. Hop. Juste, ouais, quand tu arrives ici, ouais, tu fais IP-A. Hop, tu vas avoir toutes tes connectiques. Et là, il faut chercher le VMBR0 et c'est lui qui a l'adresse IP du serveur. C'est toujours VMBR0. VMBR0, c'est pour, en gros, c'est bridge.
C'est bridge virtuel 0 qui est greffé normalement directement sur sur la carte qui est connectée. Donc là, normalement, ça doit être ma ENP 8S0 qui est ma carte en 5 Go. Ah bah, 0024 F6. Ah non, c'est ma carte du dessus. C'est celle-là qui est utilisée. State up, state down. Hop là, donc à ce moment-là, tu tapes HTTPS, l'adresse de ton serveur, tu tapes deux points pour ajouter le port et tu mets 8006 et tu atteins ton serveur Proxmox directement via le GUI. Pourquoi 8006? C'est le port de Proxmox. Du coup, vous mettez 2.8006. Ouais, 2.8006, c'est pour sélectionner le port. Connexion n'est pas privée. Attendez, quoi? Ouais, normal. Non, la connexion, tu as mis un HTTPS alors que la connexion est non sécurisée. D'ailleurs, si on tourne là, le HTTPS va se retrouver barré parce que pour l'instant, on n'a pas encore la sécurité. Bah, je force ta connexion aussi, attendez. Ah bah c'est bon. Du coup, name, je mets root. Et le mot de passe que j'ai mis. Waouh, c'est magique. You don't have valid subscribe. Proxmox. Alors voilà, you don't have valid subscription. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas un abonnement à la version entreprise qui coûte très cher. Et du coup, Proxmox n'est pas content parce que Proxmox aime l'argent. Et du coup, en fait, il faut désactiver le message. Honnêtement, je connais même plus la manip par cœur. Je tape ce message dans ma barre de Google et il me donne le lien du truc pour désactiver la version entreprise. Bon, dans le cas de ce TP, on s'en branle complètement du système. Alors, il faut savoir. Alors, normalement, vous avez une adresse IP qui est directement greffée sur votre carte, elle-même greffée sur votre carte de PC physique, elle-même greffée sur votre réseau WAN. Donc c'est pour ça qu'on va redescendre un peu d'un ton sur le TP. J'espère vraiment que ça marchera chez tout le monde. Pour ceux qui ont un serveur dédié, évidemment, le problème se posera pas puisque vous utilisez directement la couche matérielle. Dans le cas de ceux qui utilisent qui ont virtualisé Proxmox dans leur VMware, il y a peut-être quelques problèmes qui vont se créer. Je ne dis pas. Alors, je profite de vous montrer ça parce qu'en fait, ce système-là vous permet de charger des containers. Donc, on va d'abord voir les différents éléments. Alors, il faut savoir que moi, j'ai installé, il y a 10 disques durs à l'intérieur de ce PC. Que des disques durs trouvés dans les poubelles. J'adore ce truc-là. C'est le serveur qui coûte 0. Heureusement, c'est pour un TP, hein, on n'a vraiment pas les mêmes poubelles. Hein. Ah, c'est clair, je veux les mêmes poubelles que vous. Moi, dans mes poubelles, il y a des disques durs de 200 Go, pas 400 et pas 1 Tera. Ah bah, j'ai trouvé un Phenom X4 dans une poubelle. Ah ouais. J'ai trouvé des barrettes de DDR2, j'ai toujours eu des PC qui avaient full of RAM parce que j'ai trouvé des... Mais attendez, mais allez directement dans les... Bon, disclaimer, en tant que professeur, je ne suis pas supposé vous demander de faire ça puisque c'est illégal. Donc, vous le faites à vos risques et périls et je ne vous ai jamais rien dit. Mais dans la déchetterie, mais t'as du matériel de malade. C'est complètement hallucinant. Hein. J'y ai déjà pensé, dans ma déchetterie, c'est impossible. Ouais, ouais, j'allais dire, t'attends qu'ils aient le dos tourné, quoi. Non, on n'a pas le droit. Moi, en tout cas, ma déchetterie, on peut pas. Je suis allé... en plus, ils sont à fond sur ça. Bah oui, ils récupèrent tout eux-mêmes. T'inquiète pas, ils empêchent les autres de voler. Non, ils récupèrent même pas. Ils récupèrent même pas. Ils récupèrent les vélos et conneries comme ça, mais aucun composant d'ordi, aucune télé. Moi, il y a plein de télé, je suis sûr que ça se répare en 2 secondes et quel déchet. Ah ouais, non, mais c'est clair. Et surtout qu'une télé, rage. La quasi-totalité du temps, c'est les deux condensateurs qui sont à l'entrée de la carte d'alimentation. Ouais, c'est souvent. Tu changes les deux condensateurs et t'as une télé. Ou les backlights sur certaines. Ah, ouais, c'est pas. Ouais, je l'ai pas vu. Ça. Ouais, mais je l'ai pas vu encore. Ah, sur les LG. Ah oui, mais j'ai pas vu. J'ai eu de gros problèmes avec ma LG, du coup, je suis pas sûr avec les backlights LG. Ok, j'ai jamais eu à réparer des LG, mais je sais que Samsung, par exemple, est très habitué du double condensateur en dérivation, qui te pète à la gueule et qui, le premier pète et le deuxième saute derrière, et c'est magique comme système.
Donc évidemment, là, moi, j'ai créé tous c'est des disques physiques. Dans votre cas, vous pouvez créer autant de disques virtuels de 10 gigas que vous voulez. Hein. Il y a une VM où je ne suis pas sûr qu'elle va passer de votre côté. Ça va être la VM Windows Server, parce qu'elle, elle va pomper pas mal de ressources. Donc j'espère vraiment qu'elle va passer. Mais c'est pas ça. Donc là, pour l'instant, oui. Excuse-moi de vous Oui. couper, mais quand je finis l'installation de Proxmox, ça me dit installation package PVE, je sais pas quoi, fail. J'ai très mal entendu. Est-ce que tu peux copier-coller ton... Oula, alors ça va être un peu compliqué. Monsieur? Monsieur? Oui, je suis là. Vous m'avez demandé d'enlever le CD-ROM dans ma VM. Et ça me refait toujours la même chose. Je suis juste au stade au début. Genre, j'arrive pas à accéder à Proxmox en lui-même. Partage ton écran, ce sera plus simple. En fait, je me rends compte qu'entre la simulation du cours et la réalité, c'est pas aussi facile dans la réalité. Quand même, pour ceux qui ont un PC avec pas énormément de RAM, il est quand même recommandé de ne pas utiliser Proxmox Ah oui, à l'intérieur. Ah oui, là, je vous le présente, mais clairement, faites vos VM à même... En gros, ce qui serait intéressant, c'est que vous en ayez un par groupe qui, lui, ait la patate de le faire, soit avec un PC dédié, soit avec n'importe quoi. Ça, ce serait bien. Mais sinon, si vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas. Hein. Enfin, n'allez pas cramer votre ordinateur pour ça. Hein. Ah oui, effectivement, ça ne marche pas. Ouais. Network boot attends. Ah non, mais retourne dans ton ordre de... Non, il a fait F12 et pas F2. Non, retourne, éteins ta VM et va dans les options. Et puis sur la mauvaise tool. Va dans... Attends, alors comment... Parce que moi, options, je connais rien. Mais moi... Parce que, en gros, vite fait, pour dire à certains, au cas où si certains n'auraient pas compris ce qu'est Proxmox, Proxmox, c'est l'équivalent de VMware. En fait, dans Proxmox, vous allez créer des VM. Du coup, si vous n'avez pas les performances pour, c'est-à-dire un PC assez mastoc au niveau de la RAM, c'est-à-dire pas 8 Go de RAM, minimum 32 Go de RAM, je dirais, n'utilisez pas la technique Proxmox. C'est vraiment très déconseillé. Vos performances, vous allez les manger, mais ça va pas du tout être efficace. Je vous conseille plutôt de rester sur VMware pour faire le TP en tout cas. Proxmox, c'est vrai. En soi, voilà, là, je présentais juste un truc parce que ça permettait de créer aussi des containers, et les containers pèsent vraiment que dalle. En soi, alors, je suis pas... Qui c'est qui a dit ça, du coup? Lucas. Lucas. Je suis pas totalement d'accord, parce que dans le sens où, si tu fais le TP sur VMware, tu vas devoir créer des VM à chaque fois. Or, on l'avait vu en cours au premier semestre, quand on avait parlé de la virtualisation contre la containerisation, c'est que dans la virtualisation, en fait, l'OS prend une place démesurée, donc en termes d'espace et de ressources, il prend un espace démesuré par rapport au service que tu as simplement voulu installer. Et donc, la problématique, c'est que, bah, évidemment, si tu as moyen... en fait, en gros, si je dois résumer le truc... Ah oui, j'ai compris votre point. Après, sinon, il y a des containers, on peut faire du Docker aussi. Mais c'était surtout pour expliquer rapidement aux personnes, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui essayent d'expliquer comment envoyer des messages en privé. Comme quoi, j'ai l'impression que les personnes n'arrivaient pas à faire la distinction. C'était juste pour dire que si votre PC il n'a pas
grosse patate, évitez d'installer Proxmox en tant que VM, sinon si vous avez 8 gigas de RAM, ça va être chaud. Mais en gros, juste pour si à droite, je vais mettre VMware et de l'autre côté, je vais mettre VMware plus Proxmox, c'est que dans un cas, votre VMware, bah, il va prendre tout votre système. Dans tous les cas, enfin, il va prendre la majorité de votre système. Sauf que soit vous avez donc le VMware, soit vous allez installer des machines virtuelles qui vont prendre ça en place, soit vous avez installé Proxmox qui va prendre tout votre VMware et vous allez installer des VM qui vont prendre toujours ça en place, vous pourrez en installer moins, et vous allez installer des containers qui vont faire ça en place. Donc à long terme, je sais pas lequel des deux consommera le moins. Mais même si oui, je pensais en fait avoir été clair sur ce qu'était Proxmox en fait. Et je me rends compte que j'étais peut-être pas assez explicite. Bah moi là, c'est installé Proxmox, c'est juste Proxmox lancé. Donc juste Proxmox quoi. Aucune VM, là je consomme 6,8 Go de RAM sur 8. Ouais, c'est chaud. Ouais, bah du coup, au pire, passe sur des VM. Ou même, moi, je vous propose de faire le TP en même temps. De la même manière, moi, je le fais de toute manière devant vous. Donc, l'important, c'est qu'il y en ait au moins un par groupe qui le fasse. Si après, vous ne pouvez pas le faire directement, faites-le sur une petite VM. Entraînez-vous simplement à le faire. Et voilà. Je pense juste que pour moi, je trouve que c'est quand même intéressant de vous présenter des outils open source et des outils open source qui sont clairement en train de monter. VMware, vous en avez plusieurs. Alors, VMware, s'il fonctionne autant en entreprise, c'est pour une seule raison. C'est parce qu'on vous l'apprend à l'école. VMware est une purge intersidérale. Je me prenais déjà la tête avec mes profs à l'époque. Parce que ce VMware est une... Ah ouais. 8 gigas, oh, t'as vu, il te reste encore 1 giga de RAM. De quoi tu te plains? Oui, 1 giga de RAM, c'est ce que j'ai dit. Je sais pas si c'est bien. Mais quel optimisme! Mais voilà, mais 1 giga de RAM, mais tu fais tourner la terre entière avec ça. C'est bon alors, parce que vous me prenez la tête avec 8 giga de RAM, c'est short et tout. Voilà ça, voilà ce qui me reste. Je sais pas si c'est bien ou pas, moi je vous ai juste dit ce que j'ai. Hein. Non, tu vas être peut-être un peu limité, mais en tout cas, si ça marche, essaie quand même de le faire comme ça, et je vais essayer de faire en sorte d'avoir un maximum de containers plutôt que des VM. Même si de toute façon, les VM, pour le côté graphique, on va essayer de créer un SI d'entreprise. Vous comprenez bien qu'à vos utilisateurs, à vos collaborateurs, vous ne leur donnez pas des VM en invite de commande. Vous leur donnez des VM avec du graphisme. Sinon, ils vont vous tirer la gueule, un truc de barge, quoi. Je voulais savoir qu'est-ce que je fais moi entre temps. En fait, est-ce que quelqu'un connaît comment on met les périphériques l'ordre des périphériques de démarrage dans VMware? Moi j'ai VMware Fusion, désolé. Ah, sur Mac. Quelqu'un qui l'aurait sur Windows, parce que je connais rien à VMware en fait. Je l'ai installé 10 secondes à la fac et je l'ai désinstallé après. Et je me suis barré du cours. Donc je vais pas vraiment. C'est où les autres? Quelqu'un a une idée comment on fait pour. Parce qu'en fait, il essaie juste de booter en PXE en fait. De quoi? En fait, l'écran là qui est partagé au centre, c'est juste que le camarade essaie de booter sur la carte réseau. Et il faudrait mettre le disque dur en périphérique de boot automatique. Normalement, il le fait automatiquement. C'est VMware, oui. Il n'y a pas le Virtual Machine. C'est dans le hardware directement, si possible. Allez voir. Allez voir dans hardware. Add, il faut ajouter le. Ensuite, CD drive, CD/DVD drive. Ensuite, use ISO image, browse. Oui, d'accord, mais là, ça tend. Et normalement, ça devrait le boot directement sur le CD. Faire OK, lancer la machine, et normalement, ça devrait marcher. Oui, d'accord, mais tu l'avais. Voilà. Est-ce qu'il y a une VM qui est déjà allumée? Non, pas que je sache, non.
Au pire, c'est- détruis ta VM et recommence là. Ouais, À mon avis, t'auras plus vite fait. je pense. Ah non, je pense avoir compris le problème. Ok, retourne sur ta VM, va dans les paramètres. J'ai trouvé. Non, il a pas détruit. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Scan, fais Open Virtual Machine. Tu les stocks où tes machines virtuelles? Normalement, elles sont dans Documents, Virtual Machine. Virtual Machine, tout en bas. Proxmoxmail, tu cliques, ouvrir. Edit. En fait, tu as oublié de faire quelque chose. Hard disk. En fait, tu utilises ta partition principale comme disque dur, forcément qu'elle est déjà utilisée. Du coup, fais remove. Et tu fais add. Et tu mets le fichier VMDK. Tu fais, c'est ça. Hard disk, tu fais next. C'est bon, next. Là, voilà, next. Tu touches pas. Non, là, faut pas toucher. Ah ouais, faut laisser IDE. Parce que moi, j'ai oui, vaut mieux laisser IDE sur sur VMware. Cette merde. Bon, bref. Comme ça, il n'y a pas de problème. Next, encore une fois. Non, existing, du coup, il l'avait déjà. Il n'a pas créé, en fait. Lors de la création de la machine, il a dit qu'il utilisait sa partition C2 points. En fait, c'est pour ça que ça va pas du coup, ça va pas, oui, ça va pas. Maximum disk size, si on fait des VM et des conteneurs, 100 gigas à peu près. Non, un peu moins, 50 ou 60. Après, mettez ce que vous voulez. Après, on va pouvoir. Et là, ça va marcher. Tu fais OK, tu lances ta machine et ça va marcher. Et voilà. Ok, merci beaucoup. De rien. Je vous ai déjà dit que j'avais pas VMware. Voilà. Bon. Il faut savoir que Proxmox est un outil qui est fait pour travailler en mode data center, c'est-à-dire qu'il est fait pour travailler en pool. Dans le cas présent, j'ai qu'un seul serveur à vous proposer, puisque mon deuxième serveur est un serveur de prod que j'ai chez moi. Et donc, je vais éviter de le caler dedans. Évidemment, la seule chose que je vous demande, c'est que je dois avoir un peu plus de patates que la majorité d'entre vous au niveau du TP. Donc, je vais mettre un peu plus de puissance dans mes VM pour que ça aille plus vite au niveau de la démonstration, juste histoire d'éviter d'attendre 3 plombes. Mais de l'autre côté, évidemment, vous mettez ce qu'il faut en fonction. On discutera après de la taille minimum à mettre. Mais juste par mesure, juste par renseignement, est-ce qu'il y en a ici qui ont décidé de continuer à travailler sur VMware pur? Peut-être, oui. Dans mon groupe, oui. Ok. Et ils sont muets? Oui. Ok. Non, parle, Aimé, allez. Ouais, non, mais moi, je crois que je joue ma gueule, ça fait de la merde sur le disque, sur le Teams, donc bon, j'évite. Mais voilà. C'est pas toi qui avais genre un PC qui servait à rien? Tu l'as pas un serveur net? Mais j'ai un Windows Server, je sais pas, Proxmox. Il a plein de, il a plein de merde, mais il va utiliser VMware. Et pareil pour Chabrier Thibault dans mon groupe. D'accord, mais t'as installé Ubuntu Server sur ta machine comme ça en natif? Ouais. Mais t'as mis quoi sur ta machine du coup? Vraiment rien. D'accord, t'as juste installé Ubuntu Server pour t'amuser. On va dire que oui. Ok, il y a ton serveur de porno. Monsieur, j'ai internet via la 4G, c'est un peu difficile d'avoir des serveurs. Ah putain, c'est con. Là j'ai mal. J'accède via un bridge de mon téléphone qui passe par un câble USB relié entre mes deux ordi directement. Ça, c'est la Dèche et c'est l'Ardèche. C'est tellement mal pour toi. Et ici, je vous parle en étant connecté au Wi-Fi de mon téléphone, vu que les bridges de Windows, c'est de la merde. Mais je fais double partage de connexion en même temps. Mais t'habites dans le Larzac? L'Ardèche. Non. Non, là où j'habite, c'est juste vieux, il n'y a pas de ligne téléphone encore. D'accord. Eh ben, je savais pas que ça existait encore. Ok, bon je vais quand même vous présenter
l'architecture. Donc il est fait pour travailler avec plusieurs serveurs qui vont être collés les uns aux autres, qui vont venir se partager à la fois la puissance de calcul et la puissance de stockage. Donc au final, si vous mettez du stockage réparti et de la puissance de calcul répartie, vous ne savez jamais vraiment où sont vos VM. Alors ça peut être un peu perturbant de prime abord. Je vais quand même vous montrer un autre serveur qui est mon serveur de prod. Hop, pareil, il va falloir que je... Là, en l'occurrence, j'ai un serveur de backup qui est éteint parce que c'est une merde et que du coup, j'ai fini par le virer. Mais en soi, vous êtes fait pour en avoir 3, 4, 5, 6, autant que vous voulez derrière. C'est pour ça qu'il y a un mode data center avec un cluster qui possède un nom. Ensuite, donc, si on se met sur la vue data center, vous pouvez gérer la totalité de vos data centers et notamment, par exemple, les stockages. Donc ça, c'est tous les stockages qui vont être soit partagés ou en tout cas existants au sein de votre cluster. Donc, ça veut dire que, par exemple, un stockage A au niveau du serveur A et un stockage B au niveau du serveur B, ils vont être existants ici, mais B ne pourra pas être accessible par A et A ne pourra pas être accessible par B. Il va falloir que vous partagiez cet emplacement de stockage aux deux, auquel cas faites ça, où vous ajoutez les nouveaux nœuds à cet endroit-là, donc là c'est-à-dire que j'ai qu'un seul nœud, et si par exemple j'ajoute un deuxième nœud, les deux y auront accès. En fait, il faut bien comprendre que pour faire fonctionner une VM, pour faire fonctionner un container, la seule chose dont vous avez besoin, c'est de puissance de calcul et de mémoire de stockage. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Alors, vous avez besoin d'un fichier de conf. Le fichier de conf, il doit peser quelques kilooctets. Donc, clairement, lui, il se transfère, il est toujours transféré entre tous les PC, tous les serveurs d'un même pool. Mais vous n'avez pas de problème avec ça. Donc, en soi, vous pouvez exécuter sur le serveur B un disque virtuel qui serait présent sur le serveur A. Voilà. Si vous partagez, c'est comme ça que ça va se passer. Et il n'y a pas vraiment... Si vous avez des réseaux 4G entre vos serveurs, là, vous n'allez pas survivre. Évidemment, dans le cas des serveurs professionnels, vous savez avec quoi ils sont reliés, les serveurs pro. Pas des réseaux 4G? Non, pas des liaisons 4G, en effet. Ouais. Vous avez directement les switches pro qui sont des switches fibres. Alors là, c'est pas un switch fibre. Check. Enfin, vous prenez des switches en... Alors là, vous avez un... Ah oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est un switch fibre. Ah oui, c'est un switch fibre. Combien C'est pas très cher. C'est le prix d'un Kinder. C'est le prix d'un... Voilà, c'est le prix... Non, c'est le prix de Didier Drogba qui fait la pub pour Kinder. Et donc c'est des ports en SFP, donc des ports fibres. Donc si vous en rencontrez dans la... Alors là, clairement, c'est ce qu'on appelle un rack-câble. Donc ça veut dire que sur les côtés, vous venez mettre deux petites... J'arrive pas. C'est pas cette image-là que je veux. Voilà, sur les côtés ici, vous avez des espèces de petits trous. En fait, c'est fait pour mettre des espèces de T en acier et qui vous permettent d'avoir la dimension exacte d'un rack, qui a une dimension standard. Un rack, ça a toujours une dimension. Enfin, non, il y a des dimensions standards, mais vous prenez la bonne dimension à chaque fois. Et en fait, ça vous permet d'étendre un peu et vous le raquez à l'intérieur de votre baie de réseau. Donc, on ne va pas s'intéresser vraiment à ce mode data center. On va directement cliquer sur le serveur qui nous intéresse, qui est donc en ligne avec la petite note. Donc, vous avez résumé qui vous permet de voir le système que vous avez. Donc là, en l'occurrence, vous avez le nom du CPU, vous avez l'utilisation du CPU avec le nombre de cœurs, la mémoire RAM et l'espace disque principal. Alors, l'espace disque root, c'est l'espace disque sur lequel vous avez installé le système. Évidemment, quand vous voyez
quand vous avez plusieurs stockages, par exemple, si vous avez beaucoup de disques durs si vous avez beaucoup de stockage chez vous, vous pouvez créer des disques durs virtuels, les attacher et les faire apparaître ici. Là, je peux vous conseiller, si vous avez un peu d'espace, genre si vous avez 400 Go de libre, le TP il va durer 1 mois, donc rassurez-vous, vous récupérerez la place après. Créez 4 disques durs virtuels de 60 ou 80 Go, mais créez-en 3, vous allez les voir apparaître ici. Et ensuite, il vous suffit d'aller dans ZFS, créer une zone ZFS. Vous mettez RAID Z2, qui est le RAID 5 amélioré. Vous mettez un nom à votre ZFS, donc votre stocker prendra un nom. Et après, donc, le H-shift, vous le laissez tel quel. Il le calcule. Compression, c'est parce que les données dessus vont être compressées. Je peux juste vous dire tel quel que le meilleur en termes de, pour l'avoir déjà testé en table de benchmark, c'est LZ4. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais même pas ce qu'il y a derrière. Juste en table de benchmark, c'est celui-là qui a le meilleur rendu. Même off est moins performant que la compression on en LZ4. Donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais je vous donne juste l'info. Moi, j'ai créé mes deux ZFS. Et ensuite, donc, vous allez voir vos ZFS qui vont apparaître ici. Donc, type ZFS. Et vous avez le contenu qui peut être stocké à l'intérieur. Donc ici, on va pouvoir stocker des conteneurs et des images disques. Donc en gros, on va pouvoir créer des VM et des containers à l'intérieur de ces structures. Ensuite, vous avez, alors vous, de votre côté, même si vous n'avez pas créé ça, vous en avez deux qui ont apparu. Vous avez local et vous avez local et local quelque chose. Local-CFG. Comment ça s'écrit? C'est ça. C'est local. Quoi? Local-quelque chose. Je me reconnais parce que j'ai failli le truc. Voilà, enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est que ces deux fichiers, enfin ces deux dossiers, ces deux disques même, vont contenir deux informations différentes. Vous avez le local-quelque chose. LVN. LVM, ouais. IVM AD2. Voilà, ouais, LVM parce que vous ne travaillez pas en ZFS, vous travaillez ce qu'on appelle en volume logique, donc la technologie LVM, qui est très bien aussi chez Linux, ça, il n'y a pas de souci. C'est une technologie très aboutie et surtout qui se sécurise très facilement. Donc le local-LVM va être le local qui va contenir des images disques et des containers, tandis que le local tout court va contenir les fichiers de dump, donc les fichiers de sauvegarde. On va voir après. En fait, vous avez une possibilité de sauvegarder vos containers et vos VM à froid. Vous avez les images ISO et les templates de containers. Donc là maintenant, donc là il y a les fichiers, les fichiers backup. Donc là on ne va pas en mettre pour le moment. On a les fichiers ISO et donc vous pouvez faire upload et uploader directement sur ce fichier-là les ISO qui vont vous intéresser. Donc moi j'ai uploadé directement un Ubuntu et alors je vous conseille de télécharger pfSense que OPNSense. Là d'ailleurs le TP je vais le faire sur pfSense parce que OPN c'est en fait pfSense a été racheté par une société et du coup il n'est plus vraiment open source. Ça a énervé pas mal de personnes. Ah, excusez-moi, j'ai mon boulot qui m'appelle. Je vous reprends dans 5 minutes.
Ouais, désolé, c'était mon boulot. De toute façon, là, on va... Est-ce qu'il y en a qui ont encore des soucis sur l'installation? Vous m'entendez? Personnellement, non. Tout se passe pour le mieux. Enfin, On vous personnellement. entend. De quoi? Non, j'ai dit personnellement, non. Après, si personnellement. Et il y avait quelqu'un d'autre qui avait parlé. Non, c'est Lucas qui disait on vous entend. Ah, ok. Donc, je finis juste en vous présentant ça. Vous pouvez uploader vos ISO à l'intérieur de ISO Image et dans Container Template, vous avez des templates qui sont disponibles. Alors, je crois que c'est PVE. PVEM. Je vais regarder si ça fonctionne. C'est PVEM-update. Ça, on s'en fiche parce que je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Et en fait, vous avez des templates. Ah, si, ça a changé quelque chose. Donc, vous pouvez taper la commande dans le shell. Alors, oui, que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure. Vous avez un shell. Donc, il y avait quelqu'un qui avait montré son truc. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter directement à l'ordinateur. L'objectif d'un serveur, c'est qu'on ne s'y connecte plus après. Je veux dire, vous le laissez dans un coin, il est relié au réseau et grand bien lui fasse et vous n'y touchez plus. Donc, vous avez dans l'ordinateur, vous avez le shell qui est lié. Et donc là, ce que j'ai tapé PVEM update qui permet en fait de mettre à jour les templates de containers de votre système. Donc là, il m'en a rajouté quelques-uns. Et donc, vous allez dans CT templates et vous avez tous les templates disponibles. Donc, les templates, ce sont des fichiers de conf automatisés qui vous permettent de créer des containers. Donc, on peut créer un container Debian 9.7. Donc, vous avez le container pour le Mail Gateway de Proxmox. Vous avez le Ubuntu 20.04. Alors, moi, j'en conseille deux. Je conseille le 20.04 et le 16.04 en Ubuntu. Le 16.04 parce qu'il y a pas mal de logiciels qui ne fonctionnent que sur la 16.04 et le 20.04 parce que c'est la dernière LTS, donc la plus mise à jour. Je vous déconseille très fortement les versions d'Ubuntu en .10. Alors, du moins en prod, hein, en labo, ça fonctionne très bien. En prod, ça fonctionne moins bien parce que depuis toujours, les versions quelque chose .10 de chez Ubuntu sont les versions en gros de test. Ce ne sont pas les versions, ce qu'on appelle long time support. Donc ça veut dire avec des grosses mises à jour de sécurité, alors que toutes les .04, oui, le sont. Vous allez retrouver votre petit copain CentOS, s'il y en a certains qui veulent travailler dessus. Pareil, en format container, hein, donc qui pèse que dalle. Et après, vous avez les turnkeys. Alors, les turnkeys, ce sont des gens qui se sont amusés à faire des templates avec déjà des éléments présents dedans. Donc là, vous avez un turnkey avec très probablement une version de Debian. Alors, on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a derrière. Mais là, la majorité du temps, c'est Debian. Et vous avez un Debian avec MySQL déjà installé dessus. Vous avez Debian avec Drupal déjà installé dessus. Évidemment, vous devez en avoir avec WordPress. Voilà. Vous avez déjà Apache, PHP, MySQL et WordPress installés dessus. Vous voyez, en gros, c'est pour éviter de s'emmerder. Alors, évidemment, le WordPress, ça nous prend 2 secondes à le faire nous-mêmes. Il y en a certains qui sont des fois un peu plus chiants. Genre, il y a certains ERP, vous avez Odoo, il y a Odoo à un moment donné, ERP, qui est un ERP un peu chiant à installer, donc ça peut être cool de l'utiliser directement via le turnkey. Voilà, Odoo, c'est un ERP. On en installera un très probablement pendant le TP. C'est un logiciel de gestion, ce qu'on appelle un progiciel de gestion, et c'est assez fun à installer. Donc là, vous cliquez dessus, vous faites télécharger, ça va vous prendre quelques secondes, quelques minutes, et le truc est à l'intérieur. Et ensuite, on va juste commencer, et on finira juste cette journée en créant au moins un container pour s'amuser. La première chose, c'est qu'on va vérifier que dans le réseau, il y a bien un VMBR 0 qui est lié à une carte, qui a bien une adresse IP et qui est bien relié à une carte. Vérifiez tous que vous avez bien ça. Le VMBR 1, vous y inquiétez pas, hein. Ça c'est mon réseau à moi interne, c'est quand on fabriquera le pare-feu, on va s'intéresser à ce second réseau. Et vous intéressez pas au reste, on verra la prochaine fois. Et on va créer un conteneur. Donc on clique sur en haut, créer CT.
Donc, le nœud, c'est sur quel serveur il va être exécuté. Il a un ID, vous pouvez faire n'importe quel ID. Moi, étant donné que je vais m'en servir derrière, je vais directement mettre un ID à la con. Et... Ah oui, non, on peut pas. Alors, on peut pas mettre d'espace ni de rien. C'est des tests. Conteneur privilégié ou non privilégié. Alors là, je veux un conteneur non privilégié. Un conteneur privilégié, c'est un conteneur qui a le droit, par exemple, de modifier son propre système. Je vous rappelle que le but d'un conteneur, c'est qu'il ait uniquement accès à la couche librairie et la couche matérielle sans pouvoir rétro-agir dessus. C'était ce qu'on avait sur le petit schéma. Hop. L'intérêt d'un container, c'est qu'en gros, ils viennent pomper, ou même d'une VM, c'est qu'ils viennent pomper des ressources de la part de matériel, mais par contre que les VM ne puissent pas remonter à cette couche OS. C'est une forme de sécurité. Et de la même manière pour les librairies, elles peuvent monter, elles peuvent récupérer les dépôts, par contre, il n'y a pas de retour possible. Sauf dans le cas où il est privilégié, et auquel cas, il peut créer ses propres périphériques. Je ne vois pas de cas de figure dans lequel ça peut être intéressant. Dans le cas d'un VDI, ça peut être intéressant. Puisqu'il va devoir créer ses propres dispositifs d'affichage. Il y a 2-3 trucs à voir là-dessus. Voilà. Donc ensuite, vous mettez un mot de passe. C'est le mot de passe roots de la session. Clé SSH, c'est si vous voulez directement. Alors, évidemment, c'est quand on achète des clés de cryptage. On a déjà vu tous ensemble hein, le système de cryptage symétrique. Bon, là, vous mettez le hash de votre clé et il va récupérer votre clé automatiquement. Bon, là, ici, on n'a pas encore créé suffisamment de clés, donc on va pas s'y intéresser. Ensuite, vous allez choisir le modèle de votre conteneur. Donc là, je vais créer un Linux en 20.04. Ensuite, disque root, donc c'est, on va enlever le mode avancé parce qu'on s'en fiche. Donc, où est-ce que je le crée et quelle est la taille du disque? Bon, là, c'est une petite VM et vous lui donnez vraiment la taille dont vous avez besoin. Là, par exemple, si vous voulez mettre un site vitrine WordPress, 8 Go, c'est largement suffisant. Si vous voulez mettre un DHCP, 2 Go, c'est amplement suffisant. Bon, là, on va laisser 8 parce qu'on va peut-être s'amuser un peu avec. CPU, bon bah là vous lui mettez ce que vous voulez. Hein. Mémoire, vous lui mettez ce que vous voulez. Le réseau. Donc là, on va utiliser l'ETH. Donc le nom de la première carte sera ETH0. Elle est reliée effectivement à notre VMBR 0 qui nous donne Internet. Donc c'est du NAT. Hein. Il va récupérer directement une adresse via l'élément. Là, vous pouvez donner une adresse IP statique. Dans le cas d'un serveur pro, évidemment, c'est ce qu'on va faire. Étant donné que là, c'est une VM et c'est un container de test, on va mettre DHCP dans les deux cas. Est-ce qu'il est présent dans un domaine DNS? Là, on ne va pas le mettre. On s'en fiche. Et donc là, normalement, quand vous créez une VM, alors avec votre VMware, vous l'avez bien vu, il faut charger le CD, attendre le BIOS, c'est un vrai ordinateur. Là, c'est un container. Un container, vous avez besoin de remplir toute la merde que vous voulez à l'intérieur et de fermer le container. Bon, bah du coup, c'est parti. Hop. Et donc là, il a bien créé mon container. Ça a pris quelques secondes. Et surtout, alors, on peut déjà aller voir à l'intérieur, mais normalement, le disque, il prend que dalle, en fait. Container, ah oui, il fait 8 Go parce que j'ai pas le droit de voir. Ouais, je ne verrai pas de combien il est rempli, mais en gros, il est quasiment pas rempli. Ensuite, vous faites débarrer le container. Donc, vous voyez, là, ça a pris 400 mégaoctets pour installer juste les paquets dont on avait besoin pour Linux. Donc, en soi, on n'a rien installé. On a juste copié les fichiers, la couche superficielle d'OS. Donc, en gros, la partie librairie et le bout de la partie kernel, on l'a mis dedans, et c'est tout.
Il n'y a que ça. Donc, ça prend que dalle en place. Évidemment, ça prend que dalle en RAM, ça prend que dalle en tout. Comparer ça à une machine virtuelle. C'est pour ça que, Lucas, quand tu disais si vous installez Proxmox, ça va saturer votre machine. Alors, oui et non. Ça dépend comment on va faire le TP derrière. Je vais adapter peut-être un peu mon TP. Hop, derrière, vous vous connectez à la console. Hop, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Non. Personnellement, non. Donc, pour l'instant, on a créé simplement un petit container. On verra la prochaine fois les différents services. Donc là, on a vu l'hypervision, en gros. Gardez ça. Alors, pour ceux qui ont... surtout pour ceux qui ont Fusion, éteignez votre VM Proxmox avant de clôturer votre laptop. Mais en règle générale, je vous conseille d'éteindre proprement votre VM. J'ai déjà vu des soucis en virtualisant Proxmox, des problèmes de disque qui du coup ne s'étaient plus écrits de la bonne manière. Donc, histoire de ne pas prendre de risques et d'éviter de tout recommencer à zéro, fermez correctement votre VM. Donc, soit en faisant... Alors, si vous voulez éteindre la totalité de votre système, vous pouvez aller là-dessus et vous pouvez faire arrêter le serveur. Vous cliquez sur le serveur et vous pouvez directement faire arrêter à distance. Sinon, bah, vous allez dans les options de votre VM, vous faites arrêter. Enfin, soit là-dessus, vous avez plein de manières de le faire. Mais faites-le proprement. Ou sinon, bah, vous allez dans le shell et vous tapez Alt. Ça arrêtera l'ordinateur également. Donc voilà, ça, je vous fais confiance. Vous devez savoir maintenant comment faire. Bon, si vous n'avez pas de questions, je vais vite fait vous libérer pour vous mettre dans le cours d'après. Désolé, je vous ai lâché un peu tard. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Monsieur, merci, au revoir. J'ai une question, moi j'étais pas là les 20 premières minutes du cours. Du coup, je voulais savoir si vous avez mis absent. Non, j'ai mis personne absent. Ah d'accord, ok, merci. Et monsieur, les containers LXC par rapport à des containers Docker, qu'est-ce qu'ils ont en plus? C'est pas la même technologie. Goodbye. Bye. Je dirais pas il y a plus ou moins. C'est pas la même. Ils sont égaux, non? Ils sont égaux. En fait, Docker a quand même un avantage, c'est que lui, il est vraiment multiplateforme. Par contre, Docker a un inconvénient, c'est que Docker n'est qu'un niveau 2. Un niveau 2. C'est un hyperviseur de niveau 2. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui s'installe sur Linux, qui s'installe sur Windows, et avec lequel vous allez gérer des VM. Tandis que Proxmox est purement un niveau 1. C'est-à-dire que lui, il s'installe, c'est un système. Donc, ouais, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Après, Docker a un système de gestion qui n'est pas le même. Il se gère plus par ensemble. Là, on se gère plus par pool de serveurs qui mettent en commun leurs données. Enfin, c'est pas la même méthode. C'est juste pas la même méthode. Okay. Je ne saurais pas dire vraiment lequel est mieux. Je suis en train, après, pour l'instant, je te répondrai, le mieux c'est Proxmox. Mais parce que Proxmox, j'utilise maintenant depuis 3 ans, enfin depuis que je l'ai découvert. Avis biaisé. Non, non mais avis complètement je rigole. Docker, tu vois, j'ai fini de l'installer depuis que j'ai mon nouvel ordinateur en fait. Avant, mon ancien n'avait pas de... Le Xeon, je l'avais mal configuré dans le BIOS et j'avais vraiment la flemme de réinstaller mon Windows. Du coup, Docker ne voulait pas se charger. Donc c'était un peu chiant et je l'avais un peu testé sur mon PC portable. Mais voilà. Du coup, là, je vais pouvoir m'y mettre vraiment à Docker et vraiment le découvrir. Kubernetes aussi. Et Podman aussi. Oui, Podman. Podman, c'est une alternative à Docker qui a pas de démon. Ouais, qui est beaucoup plus léger. Plus léger à avancer. D'ailleurs, Kubernetes lâche le support Docker à cause de problèmes de sécurité, je crois, de Docker. Ouais.
Ah ouais, du coup, Docker, c'est cool, mais apparemment, maintenant, c'est vraiment Podman qui arrive. Ouais, Podman qui va peut-être Podman. monter. Et puis, Podman est sur la même entreprise qui fait un truc qui s'appelle Buildash, qui sert à faire des images standards. En gros, ils vont réaliser les images de containers. Oh, mais après, il y a plein de technologies. Hein. Clairement, on aurait pu passer le cours simplement à faire de la veille technologique et trouver les dernières choses. C'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire sur les prochains cours. On fera un peu de veille et peut-être qu'on n'utilisera pas pfSense, mais un nouveau fork qui est sorti, un nouveau pare-feu et qui est encore mieux que les autres et machin. C'est pas impossible. Et moi, de mon côté, j'essaie encore de faire ce GPU pass-through. Je crois que je suis sur la bonne voie. Il est détecté par Windows. Ouais. Nvidia GeForce GTX 970. Je vous tiens au courant si ça marche. Bah ouais, parce que ça pourrait m'intéresser. Ouais, t'as quand même fait 2 crashs entre-temps. Alors oui, j'ai réussi à faire crash Proxmox avec une VM. Pas mal, joli. Là, il y a le beau geste. Et c'est consistant. Ça veut dire que je peux répéter le crash. Ah, ouais, d'accord. Donc c'est. Après, faut faire. Ce que j'allais te dire hier, c'est ouais, mais t'as utilisé une carte graphique perso, pas une carte graphique pro. Oui, mais c'est quand même possible. Et alors moi, je sais que je faisais des VDI sous Windows Server avant, et Windows Server, lui, ne veut entendre parler que des cartes graphiques pro. C'est pas un Windows Server que j'utilise, c'est vraiment un Windows 10. Donc normalement. Non, quand je dis Windows Server, et tu virtualises Windows 10 dans Hyper-V. Et en fait, pour avoir des virtual GPU, il faut utiliser des cartes graphiques pro qui ont du coup des drivers pro qui sont utilisables. C'est l'heure d'aller faire les poubelles pour trouver une quadro. C'est ça. Ouais, connecte-toi, connecte-toi quand même sur l'autre cours en même temps. Ou une AMD, parce que les AMD, je pense qu'il n'y a pas des. Elles sont toutes pro, non? Elles ont toutes les mêmes drivers. En fait, c'est vraiment Nvidia qui pète les couilles sur les pass-through. Ah oui, non, mais ça, c'est Nvidia qui pète les couilles. Avec des AMD, c'est tellement plus simple apparemment à faire sur Proxmox. Je veux une carte graphique AMD toute pourrie. Allez, je veux. Tu viens chez moi, tu me la donnes? Bah, je prends la 970 alors. Ah non. C'est donnant, la carte graphique qui a 5 ans contre la 970. Je crois que je me fais enfler quelque part. Je pense que tu te fais un peu enfler là. Ouais. Bon, je vais devoir vous libérer parce que je dois aussi me connecter au cours d'après. Ah mince. C'est sympa de Au revoir, monsieur. Voilà, même si je vais laisser une pause au groupe d'après, mais il faut quand même que je me connecte. Quoi. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.